AJP, Association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre la violence à l'hôpital, on va en parler avec votre invitée Karine Lacombe, qu'on a le plaisir de recevoir sur Sud Radio et qui signe cet ouvrage chez Stock, Les femmes sauveront l'hôpital. Évidemment, cette cause vous tient à cœur, Muriel. Oui, parlons de l'hôpital ce matin, parlons du milieu hospitalier, censé être un lieu de soins et de bienveillance qui cache une réalité bien plus sombre pour les étudiantes en médecine, les jeunes médecins et pour toutes les femmes. Devenir médecin hospitalier demande un investissement colossal, personnel et professionnel, associé à une charge de travail et un stress élevé. Les années d'études, l'internat, les gardes épuisantes, les nuits blanches, les week-ends d'astreinte et la préparation des examens sont autant d'engagements, de sacrifices quotidiens consentis par les futurs médecins. On pourrait s'attendre à ce que ces efforts se traduisent par un environnement de travail respectueux et professionnel. Pourtant, la réalité du terrain révèle un décalage troublant. Le harcèlement sexiste et sexuel, la discrimination, les commentaires dégradants, les blagues sexistes, la violence semblent faire partie intégrante de l'écosystème hospitalier. Tu ne réussiras jamais ton internat en connaissant si peu de choses. J'espère que tu as une bonne contraception. Si tu t'ennuies, il y a toujours l'externe. Elle est là pour ça. Vous finirez tous médecins généralistes tellement vous êtes nuls. Édifiant, non ? Le baromètre Donner des ailes à la santé a mis en lumière des données accablantes. 64% des femmes dans le milieu hospitalier ont subi des paroles, attitudes, commentaires ou blagues à connotation sexiste. 50% d'entre elles rapportent avoir été souvent, voire très souvent, soumises à des questions répétées et intrusives sur leur vie privée ou leurs préférences sexuelles. 78% des femmes médecins ont été victimes de propos choquants ou de gestes inappropriés. Le groupe de travail hospitalier Sorbonne Université a relevé en 2021 une sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité. Et si 57% des médecins sont des femmes, seuls 29% des chefs de service le sont. 60% d'entre elles pensent que les hommes sont davantage sollicités pour les conférences et les réunions institutionnelles et 82% des femmes se sont senties discriminées en raison de leur sexe au cours de leur carrière hospitalière. Le sexisme institutionnalisé, les stéréotypes profondément enracinés dans notre société renforcent ces situations qui rendent si difficile la progression des femmes dans le milieu médical. Alors, l'espoir du changement est porté, et heureusement, par une génération de professionnels de santé qui refusent de tolérer les déconsidérations, les humiliations, les stigmatisations. Et pour paraphraser Karine Lacombe, la route est longue pour toutes les femmes et les filles, mais elles avancent ensemble, debout et prêtes à faire bouger les lignes. Et c'est justement votre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Karine Lacombe. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous publiez en ce moment Les femmes sauveront l'hôpital. C'est publié chez Stock et vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Karine. Bonjour. Alors votre carrière, résumer cette carrière relève un peu de l'impossible. Bon, j'ai essayé de le faire, année d'études de médecine à Grenoble, internat à Paris, bénévole pour Médecins du Monde. La recherche va vous emmener en Chine, en Inde, vous exercez en Asie centrale dans des centres de santé primaire. En 2007, vous êtes nommée praticienne hospitalière et maîtresse de conférences. En 2012, experte auprès de l'OMS. Et en 2019, vous devenez la première chef de service des maladies infectieuses dans un centre hospitalier universitaire à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors, sitôt arrivé, vous allez affronter la vague du Covid-19 qui va vous placer au centre de l'attention publique et médiatique. Aujourd'hui, vous dites, il est important de revenir sur la place des femmes, sur la place que l'on a faite aux femmes dès les premières semaines au cœur de cette épidémie. Pourquoi faut-il revenir sur cette place des femmes ? Parce qu'en fait, on a vu que au tout début de la crise Covid, ce qui a été lancé, c'était une bataille, une guerre contre le virus. Et dans cette guerre, c'était principalement les hommes en avant et les femmes derrière. Quand je parle des femmes derrière, c'était ces femmes de tous les jours qui ont assuré évidemment à l'hôpital en première ligne les soins directs aux patients, les aides-soignantes, les infirmières, les femmes de ménage, mais également dans les commerces. On a vu que le personnel qui tenait les commerces essentiels était principalement des femmes, les caissières, etc., qui d'ailleurs ont été celles qui ont donné le plus lourd tribut à la crise Covid. Parmi les personnes qui ont été touchées au tout début avec beaucoup d'hospitalisation et de décès, c'était beaucoup de femmes.
Alors, on va un peu parler du rôle du chef de service à l'hôpital pour nos auditeurs, parce que ce terme de chef de service à l'hôpital, je ne suis pas sûre qu'il représente vraiment l'étendue de la problématique que vous vivez au quotidien. Et surtout, dans ce contexte de difficulté de l'hôpital, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de ce rôle de chef de service ? En fait, c'est un rôle qui est très lourd parce qu'il implique plusieurs fonctions. Donc la plupart du temps, un chef de service est aussi chercheur, enseignant, donc professeur de médecine. Et donc on doit faire face à plusieurs engagements. Donc un engagement en termes de recherche, un engagement en termes d'enseignement, également un engagement en termes de soins, parce que c'est quand même notre fonction première que de soigner nos patients, mais également une charge administrative qui est extrêmement lourde. Donc quand en plus on a une vie de famille, et concilier ces différentes vies représente une quantité de travail absolument colossale. Alors, dans votre livre, vous abordez des sujets longtemps passés sous silence à l'hôpital, en dépit du mouvement MeToo. Le harcèlement moral, les agressions sexuelles, les attouchements, le manque de respect envers les femmes internes, même les médecins. Vous partagez des exemples précis, des situations choquantes. Moi, j'ai trouvé votre parole extrêmement libre, ferme, précise. Parler, ça demande souvent du courage. Et ça entraîne parfois des conséquences pour celles qui osent dénoncer des faits et s'exprimer. Est-ce que ça a été difficile pour vous de prendre cette parole ? Ça a été... La première, presque. Absolument. Alors c'est vrai que on a rarement entendu les femmes sur la violence du milieu hospitalier, violence morale, violence sexiste, parce qu'en fait, les femmes à l'hôpital sont souvent des femmes qui ont l'habitude de travailler la tête basse et qui avancent. Et quand on n'est pas connu sur le plan médiatique, quand on n'a pas une parole qui est entendue, qui est écoutée, on ne va pas exister. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé là de prendre cette parole, parce que dans beaucoup de milieux de la société, la parole s'est libérée sur les violences faites aux femmes, mais pas dans le milieu de l'hôpital. Ce qui en fait est compréhensible dans le sens où il n'y a pas de grande figure médiatique, hospitalière, qui était capable de porter cette parole-là. Et c'est vrai que j'ai partagé, donc j'ai vécu moi-même des situations qui ont été assez difficiles. J'ai partagé ces situations avec d'autres collègues et beaucoup m'ont dit, mais ce qui se passe par exemple dans le cinéma, ça se passe aussi à l'hôpital. Il faut en parler parce qu'il faut que ça change. Et il faut que ça change parce que même si le temps passe, pour les nouvelles générations, celles des années 2020, ça persiste. Et on voit bien que le sexisme à l'hôpital est encore omniprésent dans tous les secteurs d'activité. Alors vous dites quelque chose que je trouve terrible. Vous dites que les femmes à l'hôpital, elles avancent, mais elles avancent à tête baissée. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu exclusivement masculin ? Parce que c'est un lieu de pouvoir ? Parce qu'elles n'ont pas le droit à la parole ? Bien parce qu'en fait, elles sont entendues, mais elles ne sont pas écoutées. Et contrairement au milieu du cinéma, où souvent c'est la vie personnelle qui a été très imbriquée avec la vie professionnelle et avec une visibilité qui est plus importante que ce qu'on peut avoir à l'hôpital, c'est vraiment des événements professionnels où une femme qui subit la hiérarchie, la pression de la hiérarchie, finalement, quand elle estime qu'elle est en danger, elle part. Oui, donc il y a une forme de précarité complète alors. Exactement, il y a une précarité et d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes médecins qui sont dans une précarité pendant de très nombreuses années et qui n'ont pas l'impact, qui n'ont pas la possibilité de faire pression sur la hiérarchie pour que ça cesse. Et donc pour que ça cesse, il y a une seule voie, c'est celle de la fuite. Et d'ailleurs, je parle de la fuite vous dites dans votre livre. La fuite, d'ailleurs, ça m'a beaucoup surprise. Vous dites que la fuite n'est pas une option à rejeter. C'est une option que l'on peut choisir par moment quand on est en situation de danger, finalement. Exactement, c'est une option de protection parce que justement, il est très difficile quand on est une femme à l'hôpital et en particulier quand on est dans les strates basses de la hiérarchie de faire entendre sa voix et de se protéger. Oui, d'ailleurs, vous dites que la fuir n'est pas honteux. Alors, vous mentionnez un médecin omniprésent, y compris dans les médias, un urgentiste dont personne n'osait contredire les décisions, un homme qui, au nom de la coolitude imposée dans le milieu médical, s'est tout autorisé, les mains baladeuses sur les seins, les fesses, les cuisses des femmes, un homme dont il fallait changer les plannings de garde des internes femmes quand il était lui-même médecin senior toute la nuit. Mais pourquoi cette impunité ? Pourquoi cette absence de responsabilité des personnes en situation d'agir ?
Les faits que je rapporte dans mon livre remontent à 20-25 ans, à l'époque où il n'était pas du tout question de MeToo, et où, à l'hôpital, régnait cette atmosphère que l'on appelait l'esprit carabin, l'esprit grivois, où finalement, ça faisait partie de l'ambiance générale que d'avoir ces manifestations sexuelles qui maintenant seraient vraiment qualifiées d'agression sexuelle. Mais à l'époque, c'était totalement différent et je crois que dans le milieu hospitalier, il y a cette tendance parce que on travaille avec des patients qui affrontent la mort, donc soi-même on travaille sur la vie, sur la mort. Il y a l'émergence de personnalités très fortes et on a tendance à faciliter l'émergence de ces personnalités très fortes pour diriger des services qui peuvent être lourds, mais aussi parce que c'est un milieu où la mise en avant est facilitée, où on va donner des gages à celui qui va briller. Et souvent, ça se passe au détriment des personnes qui font partie de l'équipe. Oui, d'ailleurs, vous le dites, dans un récent sondage, 62% des femmes médecins hospitaliers estiment que leur témoignage n'a rien changé et que la hiérarchie ne prend aucune mesure particulière dans 90% des cas. Alors, vous évoquez aussi quelque chose qui nous touche toutes les femmes, une ambivalence face aux hommes de pouvoir, que l'on qualifie aujourd'hui de prédateurs. Cette difficulté que l'on a dans ces lieux de pouvoir, où les femmes sont souvent en situation de précarité, où elles n'ont pas la possibilité d'exprimer réellement ce qui se passe. Donc cette difficulté de regarder objectivement et froidement les faits par peur d'être exclus, par peur d'être ostracisés. Et cette frontière, elle est très présente durant l'internat. Moi, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut atténuer cette pression, parfois insurmontable, ces injonctions contradictoires qui maintiennent les femmes dans ces situations d'impuissance? Oui, vous avez raison. Je crois que c'est assez paradoxal, cette ambivalence qu'on voit chez certaines femmes qui n'osent pas s'opposer et surtout qui pensent que c'est le système et que c'est pas parce que ça arrive que on est dans des comportements déviants. C'est assez intéressant, je pense, sur le plan psychologique à analyser. Et faire changer les choses. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça? Vous trouvez qu'aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, c'est toujours le cas que les femmes... Ça change. Il y a des prises de conscience. Oui, quand même. Moi-même, il y a 20-25 ans, j'avais aucune prise de conscience du caractère déviant de ce type de comportement. Pour moi, c'était le comportement normal à l'hôpital et si je ne m'adaptais pas à ça, c'est que quelque part, j'étais coincée, etc. Maintenant, ça a changé. Je crois que pour que le mouvement soit vraiment... aille vraiment jusqu'au bout, il faut travailler sur ce que j'appelle l'empowerment, c'est-à-dire déjà comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'à un moment donné on adhère à ce système qui nous avilit et prendre assez de force intérieure et de recul pour pouvoir analyser de façon très froide le caractère anormal de ces comportements. Je crois qu'il faut réagir très vite parce que ce qu'on constate dans tous les environnements dans lesquels on évolue, c'est que dès qu'il y a un sexisme quotidien admis, toléré, les actes de harcèlement moral arrivent et très vite la violence se met en place. C'est-à-dire que quand on laisse la place à ce type d'agissement, finalement les violences deviennent un continuum et elles progressent. Donc c'est vrai que il faut être très vigilant sur le sexisme ordinaire. Oui, absolument. Je pense que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel procèdent exactement des mêmes ressorts, un ressort de puissance et un ressort d'avilissement de la personne que l'on a en face de soi. Alors après, on va utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Ça peut être l'asservissement sexuel, l'asservissement moral, mais vraiment les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre sont exactement les mêmes dans une situation ou dans l'autre. Alors vous avez été victime de sexisme absolument flagrant, de cyberharcèlement extrême, avec des images et des actes multiples sur le front, un pistolet sur les tempes. Il y a même un médecin reconnu de maladies infectieuses à Marseille qui a osé vous qualifier de dinde de l'infectiologie. Aujourd'hui, a posteriori, comment vous vivez ça? Quel regard vous avez là-dessus?
C'est vrai que ce sexisme ordinaire, je l'ai principalement vécu pendant le Covid, enfin, en tout cas dans une expression extrêmement violente. Et c'était assez étonnant parce que finalement, on n'a pas souvent remis en doute ma parole d'expert. Parce que, à la limite, remettre en doute une parole d'expert, ça veut aussi entrer dans le débat scientifique, et ça, c'est sain que d'apporter la contradiction sur le plan scientifique. Mais finalement, ça s'est surtout manifesté par des remarques sur mon physique, des remarques sur ma vie privée. Et donc l'exemple que vous avez donné est absolument flagrant, ce d'autant que c'était un collègue de travail, alors d'une autre structure hospitalière, mais on voit bien que quand on a une personne libre, une personne forte en face de soi, quand c'est une femme, eh bien on va agir sur tout ce qui concerne la sexualité et le sexisme rampant, et c'est assez je trouve que ça montre quand même toute la limite en fait de la réflexion intellectuelle qu'il y a derrière ça. Ouais. Alors, on va pas essayer de décourager toutes les jeunes filles qui veulent faire un internat ou qui décident de se lancer dans cette carrière. J'imagine que c'est un métier que vous aimez toujours. Et c'est la passion, bien sûr. Ouais. C'est un métier qui est absolument passionnant. Je pense que ce qui nous nourrit et nous porte, médecins, c'est le contact avec l'autre, avec l'altérité, même si l'autre est malade. On a une certaine une satisfaction personnelle intense que de soigner. Et alors, quel conseil vous donneriez aux jeunes internes aujourd'hui? Vous leur diriez quoi? Je pense que c'est aussi, c'est la raison principale pour laquelle je me suis exprimée. Je voulais qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, que le problème est reconnu, que l'on commence à le combattre. Il y a des choses qui ont été mises en place à l'hôpital, à la fac. Je crois beaucoup en cette notion d'empowerment et cette notion également de mentorat. On est là pour les soutenir, pour les porter, pour les aider à aller de l'avant, et que c'est cette génération-là qui s'est saisie de ce problème, qui l'a vécu de l'intérieur. Et depuis 2017, c'est vraiment une génération debout en marche qui va permettre de combattre ce qui, j'espère, va devenir des scories du passé. Merci Karine Lacombe. Merci à vous. Les femmes sauveront l'hôpital, c'est publié chez Stock, c'est signé de notre invité. Merci à vous Karine Lacombe. Et merci à vous Muriel, on vous retrouve dimanche prochain. À dimanche Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.